Chers téléspectateurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, le président de la République a été promu au grade de 6e dan en karaté par Anshi René Ramanjanjasan lors de l'ouverture de la Coupe du Président au Palais des Sports Mamassen. En effet, le président Anj Radzouel est pratiquant depuis 30 ans. Il l'a prouvé ce jour à cette occasion. Andniana Martina et Nzara Jiansu pour faire le point. Le président de la République, Anj Radzouel, a été éduqué dans le karaté par le club Maka ou Malagasy Karaté Do, un club créé par Anshi René Ramanjanjasan. Il est dans ce domaine depuis 30 ans et a prouvé ce jour à travers une démonstration de kata qu'il a encore les réflexes pour. Après cela, Anshi René Ramanjanjasan, 10e dan en karaté, lui a octroyé un diplôme venant d'Okinawa, marquant qu'il est désormais élevé au grade de 6e dan. Non seulement le karaté do est un art martial, mais c'est également une éducation, discipline et un chemin qui mène vers le succès, souligne le président. Le président Anj Radzouel est la fierté des karatékas et a honoré avec son épouse l'ouverture officielle de la Coupe du Président. Et à son tour, Anshi René Ramanjanjasan a été élevé au rang de commandeur de l'ordre national par le président de la République, Anj Radzouel. Il est le seul Malagasy à avoir le grade de 10e dan en karaté. Âgé de 86 ans, Anshi René Ramanjanjasan est pratiquant depuis 60 ans. Il a toujours porté haut le flambeau du karaté malagasy et a formé de nombreux karatékas. La Coupe du Président, sous le parrainage du président de la République Anj Radzouel, est une première à Madagascar dans l'histoire du karaté do malagasy, selon Emile Ratefnanar, président de la Fédération de karaté do malagasy. Plus de 1500 karatékas seront réunis du 27 au 28 mai au Palais des Sports Mamassen. Andoniana Martina, Nzara Jiansu. 1593 karatékas, issus des 14 ligues à travers l'île, sont réunis au Palais des Sports pour le Coupe du Président. Ils sont âgés de 4 à 91 ans, selon le sensei Mam Rahantasan. Cet événement a également été conçu pour redorer le blason du karaté malagasy, un peu oublié pendant un certain temps, explique Chian Emile Ratefnanar. Cela répond aussi au 13e engagement du président de la République, qui est de mettre en valeur les jeunes et le sport. En effet, à l'issue de cet événement, les karatékas qui participeront aux Jeux des îles seront connus. À titre de rappel, la discipline karaté a déjà reçu des équipements émanant du Japon pour les Jeux des îles qui se dérouleront du 23 août au 3 septembre à Madagascar. Dans un tout autre sujet, les 6 années du projet Ranouash à Madagascar seront achevées au mois de juin prochain.
projet financé par le peuple américain par l'intermédiaire de l'Agence américaine pour le développement international ou USAID, consacrée à la gestion de l'eau pour fournir des sources d'eau efficaces et fiables aux foyers malagasy, l'accès à l'eau potable qui améliore la santé et le bien-être des personnes les plus vulnérables. Une cérémonie a eu lieu jeudi dernier à Larbi pour marquer la clôture de ce projet en présence du ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Braz de Nilsson. Depuis 2017, près de 700 000 personnes dans 250 communes de 7 régions ont bénéficié du programme USAID Rural Access to New Opportunities in Water, Sanitation and Hygiene, RANWASH, d'une valeur de 30 millions de dollars. Les systèmes mis en place par RANWASH ont réussi surtout le partenariat public-privé, d'après les responsables auprès de l'USAID, du fait que ce programme a pu appuyer les communes pour l'approvisionnement en eau. Je vois que il y a une continuité dans les activités, l'accès à l'eau potable qui est tellement importante pour Madagascar. Et on voit que l'approche basée sur le secteur privé est très important et a un grand potentiel aussi de répétition à travers le pays. Le ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, Fidinia Vukac, a souligné que ce projet a largement dépassé les objectifs fixés au début, et cela grâce au professionnalisme et la bonne gouvernance de ce projet. Cela reflète également la réussite du partenariat public-privé, selon toujours le ministre de l'eau. Nous sommes ravis des réalisations déjà faites à ce jour par le projet RANWASH, qui constitue une base solide pour les actions futures. Financé par l'USAID et mise en œuvre par le consortium composé de CARE, CRS Watered, Sandana et Pashproof, qui ont tous signé des forces pour apporter l'importance contribution au secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Le projet RANWASH a permis d'améliorer les conditions de vie de la population, notamment des plus vulnérables, et leurs impacts couvrent maintenant une grande partie des villages et communes où le projet est intervenu. Une cérémonie a eu lieu hier pour marquer l'achèvement de ce projet d'une valeur de 30 millions de dollars. À noter qu'en 2021, le gouvernement américain a financé près de 86 millions de dollars dans le secteur santé à Madagascar. L'USAID a souligné que le modèle réussi du programme RANWASH dans le secteur eau, assainissement et hygiène pourrait être étendu dans les années à venir à travers de nouveaux projets. Et puis dans les actualités sociales, la réhabilitation des routes dans le district d'Antanfoot ne peut pas encore commencer, selon le député élu dans cette circonscription. En effet, les travaux ne pouvaient pas se faire en période de pluie, bien que les engins étaient déjà sur place. Ainsi, Papa Jim fait appel aux concernés de profiter de cette période pour la faire. Braz de Nilsson. Selon le député de Madagascar, IRD, élu dans le district d'Antanfoot, Donovan Jimmy ou Papa Jim, la portion de route de 4 km reliant Ambumandjus et le fleuve Unive est impraticable. D'après lui, les engins étaient déjà sur place auparavant, mais c'était durant les saisons de pluie, donc aucune réhabilitation ne pouvait se faire. En cette période sèche, ce député appelle à la reprise des travaux. Ce député espère également la réfection des routes allant d'Antanfoot, Mbutpoun, Belanch jusqu'à Saoufk grâce à l'existence du projet Saoufk. Il demande aussi réhabilitation des tronçons de la partie nord d'Ambumandjus qui causent souvent des accidents. Et le prix du paddy de riz pour les collecteurs est de 1200 ariars dans la commune d'Antsala, Antanfoot. Le prix du kilo de maïs est quant à lui de 800 ariars, déplore le maire. Cette situation, causée par la dégradation de routes, occasionne des pertes auprès des agriculteurs, selon le maire qui lance un appel aux autorités. Les détails avec Fanjasena Mirai. La commune d'Antsalav, composée de 19 Fuktan dans le district d'Antanfoot, est une commune qui a une énorme potentialité économique.
Les 42 765 habitants vivent de l'agriculture. Cependant, vu la dégradation des routes, ils sont obligés de vendre leurs produits à bas prix. Le paddy de riz, par exemple, s'achète à 1200 ariars par les collecteurs et le kilo de maïs à 800 ariars, déplore le maire Rakoutoir-Sous-Charles. Cette commune possède également un grand marché auprès duquel la population des communes environnantes viennent pour s'approvisionner. Pour toutes ces raisons, le maire appelle les autorités à réhabiliter la route menant à cette commune. Et dans la page culturelle, le centenaire de Rakoutovo Martin, un homme réputé dans le domaine de l'éducation et de la religion, mais également pour son patriotisme, a été célébré hier. A été célébré par la même occasion le 90e anniversaire de l'école anglicane Sainte-Trinité à Varajanzuma. L'hommage a eu lieu à l'Académie malagasy Timbazaz. Le résumé de son parcours cité par Radramananzatouf et Anzara Zanarville. Rakoutovo Martin est né le 5 août 1919. Père de famille, marié et avec 4 enfants, il était un homme d'église, anglican, éducateur et patriote. Son 100e anniversaire devait être célébré en 2019, mais vu les contextes du Covid, la célébration n'a été faite qu'hier. Rakoutovo Martin avait perdu son père à l'âge de 5 ans. Il a eu son bac en 1940 à l'étranger. En 1945, il était entré dans le domaine de la politique en soutenant le docteur Avouang à la députation. À partir de 1946, il a publié dans le journal La Liberté. Fondateur du parti MDRM en 1946, il faisait partie des personnes arrêtées en avril 1947. Il a été condamné à mort par la suite, mais cette condamnation à mort a été changée en réclusion à perpétuité. En raison de la guerre, la peine a été réduite et il est rentré au pays le 3 juin 1960. De 1960 à 1965, il était élu député du parti Miaram Rinj. Il avait quitté la politique par la suite. À part cela, Rakoutovo Martin a œuvré dans l'éducation. Il a construit l'école anglicane, directeur du collège Saint-Laurent-Mbouimanour, de l'école anglicane à Varajanzuma et de l'établissement Saint-Paul d'Ambatuaranan. Eu égard à toutes ces activités, il avait été nommé premier directeur national de l'école anglicane. Il est la fierté de l'école anglicane Sainte-Trinité d'Avarajanzuma. D'après ses enfants, il était toujours présent pour eux, malgré ses nombreuses responsabilités, et qu'il a laissé un grand héritage à travers ses éducations. Sa femme, Farah Rakoutovo, a reçu le titre de commandeur hier par la même occasion. Amis, proches, fidèles anglicans, ainsi que plusieurs hauts responsables ont assisté à cet hommage. À titre de rappel, Rakoutovo Martin a également été membre du FFKM et de l'Académie malagasy. Dans les actualités internationales, les négociateurs de la Maison-Blanche et du Congrès semblaient progresser vers un accord pour éviter un défaut des paiements des États-Unis. Celui-ci pourrait finalement survenir le 5 juin au lieu du 1er juin, offrant un court sursis. France 24. Écoutez, je pense qu'il faut prendre tout simplement les mots du président américain au pied de la lettre. Proche d'un accord, mais pas de fumée blanche pour le moment. Ce sont les mots de ses porte-paroles il y a encore quelques minutes. Ces derniers jours, l'administration Biden avait clairement joué la carte de la peur face à l'opinion américaine, avec un Joe Biden envoyant sa secrétaire au Trésor, Janet Yellen, en première ligne pour annoncer que l'absence d'accord sur le relèvement du plafond de la dette exposait l'Amérique à une catastrophe économique sans précédent. En réalité, la situation que traverse le pays n'est pas inédite, même si c'est vrai, la dette américaine représente aujourd'hui 120% du produit intérieur brut, ce qui constitue une situation inédite
en l'occurrence, encore une fois. Mais n'oublions pas que depuis 1960, le plafond de la dette a été relevé à 79 reprises. Et presque chaque fois, cela faisait l'objet d'une passe d'armes entre républicains et démocrates. Et ce, quelle que soit la couleur politique du locataire de la Maison-Blanche. Concrètement, ces dernières heures, le président américain s'est voulu rassurant, on l'a entendu, et annonce à demi-mot qu'un accord est proche, mais pour cela, il a fallu repousser une date butoir initialement prévue au 1er juin, repoussée 4 jours plus tard, au 5 juin prochain. Et l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, candidat déclaré à la présidentielle de 2024 et menacé d'inéligibilité, a entrepris vendredi son voyage de retour à Dakar. Un déplacement à risque dans un contexte de bras de fer avec le pouvoir. France 24. Un convoi très animé. À travers le toit ouvrant de son 4x4, drapeau sénégalais derrière lui, Ousmane Sonko salue la foule de jeunes qui entourent son convoi. Parti de son domicile à Ziguinchor, ville dont il est maire au sud du Sénégal ce vendredi, le candidat à la présidentielle va rallier Dakar comme annoncé la veille. Un déplacement vu comme une occasion de rencontrer la population pour les partisans de l'opposant. Il surnomme le convoi la caravane de la liberté. Au lieu de se regrouper avec les gens pour parler dans un lieu public, maintenant pour ne pas paver les interdits, on fait une caravane dans les grandes villes des départements. Nous sommes sereins et nous ne faisons pas de quelque chose qui est interdit par la loi. Une caravane qui va parcourir 500 km jusqu'à Dakar, où Ousmane Sonko a refusé de se rendre pour son procès il y a quelques jours. Il devait comparaître pour viol. La Cour l'a jugé en son absence et doit rendre son verdict le 1er juin. Sonko, lui, crie au procès politique. Ses précédents déplacements ont souvent donné lieu à des troubles. Alors le gouvernement affirme qu'il sera ferme en cas de débordement. Mais pour les partisans de l'opposant, c'est le pouvoir en place qui cherche à l'évincer. L'objectif, ce n'est pas de déloger Macky Sall. Si Macky Sall persiste dans sa quête d'éliminer le candidat du peuple aujourd'hui, Ousmane Sonko, il fera face au peuple sénégalais. Le gouvernement, lui, craint des provocations de la part d'Ousmane Sonko. Peut-être qu'Ousmane Sonko ne veut pas, à la suite de ce procès, se faire appliquer ce que le code pénal prévoit. Il préfère peut-être nous mettre dans un piège et essayer de se faire arrêter pour des questions politiques, des questions de troubles à l'ordre public. Si la justice le condamne, Ousmane Sonko pourrait devenir inéligible, ce qui empêcherait sa candidature à l'élection présidentielle qui doit se tenir en février 2024. Lourdement endommagé par la double explosion au port du Beyrouth le 4 août 2020, l'emblématique musée sur Soc a rouvert ses portes au public vendredi. 3 ans de travaux ont été nécessaires pour redonner vie à ce joyau d'architecture vénitienne et ottomane et à ses œuvres. France 24. La façade est à nouveau impeccable. À Beyrouth, le musée sur Soc rouvre ses portes après 3 ans de travaux, avec une cérémonie spéciale pour l'occasion. Situé à 800 mètres du port, il avait été gravement endommagé par l'explosion de l'entrepôt qui avait fait 200 morts en août 2020. Les vitraux de la façade avaient volé en éclats, résultat 55 œuvres endommagées. Elles ont été restaurées à Beyrouth mais aussi à Paris par le Centre Pompidou pour certaines. Cette réouverture est un symbole d'espoir, d'un retour de la vie culturelle au Liban. Les travaux n'ont pas été une mince affaire. La situation économique critique du Liban ne lui permettait pas de financer les 2,5 millions d'euros nécessaires à la restauration. Alors l'Italie et la France ont mis la main à la poche avec l'aide de l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine en zone de conflit. Aujourd'hui, le résultat est là, pour le plus grand bonheur des visiteurs et des professionnels du secteur. Nous attendions tous avec impatience la réouverture du musée. J'étais ici le jour de l'explosion pour voir ce qui s'était passé et j'avais les larmes aux yeux. C'était tellement triste. Je dirige l'une des plus grandes fondations d'art de la région et ce musée était très cher à mon cœur. C'est un très beau symbole. Beyrouth ne mourra pas. Beyrouth reviendra, telle qu'elle était avant et même mieux, espérons-le. Ouvert en 1961, le musée sur Soc présente essentiellement des œuvres d'artistes libanais. Pour sa réouverture, une rétrospective est organisée sur son histoire, avec les bouleversements de la société libanaise dont il a été témoin depuis sa création.
Et ainsi se termine cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après le film The Mover avec Jennifer Lopez. Quant à moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles éditions. Au revoir et passez une excellente soirée en notre compagnie.